Il est 22 heures, bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Daasbio, patrimoine donc archéologique national en cette journée nationale du patrimoine de Daasbio. Et les travaux de la 10e retraite de l'Union africaine portant sur la paix et la sécurité se sont clôturés hier au Djibouti Palace Kempinski. Et aux États-Unis, un vote crucial du Congrès américain a eu lieu, renforçant l'enquête pour destituer Donald Trump. Bonsoir à tous. Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du patrimoine célébrée chaque année le 1er novembre, la localité de Daasbio de la région d'Ali Sabi a été à l'honneur en organisant une randonnée pédestre ce matin sur la hauteur de Faradil, non loin de ce village. Une célébration qui a réuni le Premier ministre et les membres du gouvernement. Le coup d'envoi de cette journée a été donc le randonnée pédestre. Plus d'une centaine de personnes qui ont participé à cet événement, 3 km à pied sous la fraîcheur des collines de cette localité historique de Daasbio. Le Premier ministre et les membres du gouvernement et la population locale ont terminé cette randonnée dans un climat de sérénité. Et après avoir terminé la marche de 3 km, les officiels, avec à leur tête le Premier ministre et les membres du gouvernement, se sont rafraîchis. Les festivités de la célébration de cette journée donc, ont débuté avec des chants et des danses. Le groupe musical de la RTD animait donc cette journée, les chants retraçant l'historique de ce beau village donc, de Daasbio, les progrès accomplis par le président Guelleh en faveur de la révalorisation du patrimoine archéologique et culturel dont regorge cette localité. Protocole oblige, la cérémonie a débuté avec la lecture du Saint-Coran. Deux illustres personnalités de la localité, en l'occurrence la sage-femme et le Hokal général de la localité, se sont exprimés tour à tour pour exprimer leur profond remerciement à l'initiateur de ce projet de révalorisation. À l'image de la localité de Daasbio, il s'agit de l'ancien ministre du budget, Bode Ahmed Roblé. Ils ont également remercié le chef de l'État d'avoir choisi comme membre du gouvernement un natif de la région, en l'occurrence le ministre du Travail, Ismaïl Ibrahim Roblé. Ces deux personnalités influentes de cette localité ont conclu leurs propos en remerciant le Premier ministre et les membres du gouvernement de participer donc aux côtés de la population de Daasbio à la célébration de cette journée nationale du patrimoine. Et dans son intervention, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a indiqué que le patrimoine donc représentait plusieurs choses. Grâce à Dieu, a-t-il indiqué, ce site de Daasbio regorge d'histoire et d'archéologie et nous en sommes fiers. Le cimetière de Daasbio est également l'un de ces patrimoines immatériels protégés. Et pour sa part, le ministre natif de la région, le ministre du Travail et chargé de la réforme de l'administration, Ismaïl Ibrahim Roblé, s'est félicité de participer à cette 3e édition de la Journée du patrimoine. Un important programme de conservation et de réhabilitation sera lancé, a-t-il dit, prochainement dans tout le pays. Ce programme répond à la volonté du président de la République qui veut donc renforcer nos sites archéologiques qui font partie de notre histoire. Et enfin, clôturons la série des interventions. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a indiqué que Daasbio appartenait donc à tous les Djiboutiens, quelle que soit leur origine. Daasbio, nous le savons tous, a-t-il dit, regorge d'histoire. Ce site, avec ses histoires, doit être entretenu et sauvegardé comme tous les autres sites du pays. Le site de Daasbio permettra de développer le secteur touristique national. La délégation ministérielle a visité par la suite les différents lieux historiques de la localité de Daasbio, entre autres la demeure où a vu le jour l'ancienne première dame et épouse du défunt président Gouled, Hoyo Acha Bororé, ainsi que les vestiges archéologiques dont regorge cette localité. Le ministre du Travail, Ismaïl Ibrahim Roblé, s'est personnellement engagé de travailler d'arrache-pied pour faire de cette localité un village où l'agriculture sera renforcée, les patrimoines donc conservés et développer les infrastructures de base comme inscrit sur la feuille de route du président Guelleh dans le développement des milieux ruraux.
Également dans l'actualité, la délégation par la suite, les travaux de la 10e retraite de haut niveau de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique se sont clôturés hier au Djibouti Palace Kempinski. Le commissaire à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine, Ismaël Chergui, le secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix et les envoyés spéciaux de l'Union africaine ont présidé ces travaux avec pour thème donc la gouvernance et réforme du secteur de la sécurité en Afrique. Cette retraite avait pour principal objectif d'examiner les instruments et partenariats existants dont dispose l'Union africaine en matière de réforme et de gouvernance du secteur de la sécurité ainsi que leur efficacité dans l'optique de la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Ces concertations auront pour finalité de relever les défis de l'intégration de la dimension des réformes du secteur de la sécurité et gouvernance dans la prévention des conflits, la médiation et la mise en œuvre effective des accords de paix. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawalé, et ses homologues représentant les 4 pays de la Corne de l'Afrique, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie se sont réunis à Washington à l'occasion des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international afin de poursuivre les discussions sur la promotion de l'intégration économique et de la coopération régionale dans la Corne de l'Afrique. La priorité pour les 5 pays est d'assurer la stabilité et la prospérité de la sous-région telle qu'affirmée par les chefs d'État quant à leur ferme engagement à cet égard. La stabilité et une intégrité économique profonde apparaissent donc comme des facteurs interdépendants susceptibles de transformer l'avenir de la Corne de l'Afrique. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu dans son cabinet l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti, Mohamed Mustafa Orfi. Le ministre a souhaité la bienvenue et s'est dit heureux de cette visite de courtoisie. Il a rappelé les relations historiques et fraternelles entre les 2 pays frères que sont Djibouti et l'Égypte. Le ministre a évoqué également l'accompagnement du gouvernement égyptien dans les différents projets de l'éducation, surtout dans la formation professionnelle, mais aussi l'intégration des programmes en langue arabe dans la réforme de l'enseignement de la langue arabe. Puis il n'a pas manqué d'exprimer ses sincères remerciements au diplomate égyptien. Ce dernier a rendu les politesses au ministre pour la qualité appréciable de son accueil et a salué les bonnes relations entre les 2 pays et les 2 peuples. Il s'est dit heureux de contribuer par son travail au renforcement de ces relations. Le lycée industriel et commercial, le LIC, a abrité ce week-end la cérémonie de lancement officiel de la formation en transport et logistique au profit des enseignants et transport et logistique de la capitale. Cette formation dispensée par un expert international sera organisée en collaboration avec un organisme spécialisé en formation de transport et logistique, le Programme alimentaire mondial, le PAM, et la FAO. Cette seconde phase de formation des formateurs qui s'inscrit dans le cadre de la formation continue des professeurs avait pour objectif de développer les compétences des équipes pédagogiques en transport et logistique, mais aussi dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À noter enfin que cette formation en transport et logistique s'est déroulée du 24 au 31 octobre dans les différents sites de formation, à savoir le lycée industriel et commercial et les centres sectoriels du transport et de logistique. Dans le cadre de sa participation à la seconde assemblée de l'Alliance solaire internationale en Inde et en marge de la séance plénière des ministres des pays membres de l'ISA, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guédé, a été reçu le 30 octobre dernier par le ministre des Affaires étrangères de l'Inde. En sa qualité d'envoyé spécial du chef de l'État, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guédé, a remis un message adressé par son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au Premier ministre indien Narendra Modi. Il y a lieu de souligner que le message remis par le ministre Younis Ali porte sur une requête officielle djiboutienne de soutien de la candidature de notre pays pour un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Et c'est sur invitation de son homologue turc, Dr Fahed Tinkoka, que le ministre de la Santé, Mohamed Orsama Diriye, a effectué une visite de courtoisie à Istanbul, en République de Turquie, du 30 au 31 octobre dernier.
Durant son séjour, le ministre de la Santé a pris part au 6e congrès médical mondial de la Turquie et à la conférence Eurasia 2019, axée cette année sur les nouvelles technologies de l'information au profit de la santé. Il a été question durant cet entretien de la possibilité pour Ouchas de construire un hôpital moderne à Djibouti pour permettre la prise en charge complète des patients djiboutiens sur place. L'entretien a finalement abouti à la signature d'une convention spécifique pour les évacuations sanitaires entre le directeur général de Ouchas et le conseiller technique du ministre, également coordinateur en charge du suivi des patients djiboutiens. Afin de répondre à la demande de poches de sang dans le bloc d'accouchement de la maternité de Dar el-Hanan, une cinquantaine de membres de l'association Voie de Développement a tenu donc à faire ce geste salutaire pour sauver des vies en octroyant leur propre sang. En effet, cette journée de don de sang s'est déroulée en présence du président de l'association, la directrice de la maternité Dar el-Hanan. À cet effet, le président de l'association a exhorté les Djiboutiens d'emboîter le pas individuellement ou de façon groupée afin de participer en masse à cette dynamique d'élan de solidarité citoyenne de don de sang, une initiative louable de don de sang de la part de plusieurs dizaines d'adhérents de cette association qui aura donc permis de recueillir une importante quantité de poches de sang qui sont destinées à soulager les femmes en couche, notamment lors de césarienne dans cette maternité Dar el-Hanan. Rappelons enfin que les activités de collecte de sang se font au niveau du Centre national de transfusion sanguine se trouvant derrière l'hôpital Le Pelletier. À remercier la directrice de l'hôpital de la maternité Dar el-Hanan, également tous les participants qui ont pu venir nous aider à réaliser ce projet. Et dans son intervention, la directrice de la maternité Dar el-Hanan a salué cette initiative de cette association tout en félicitant l'ensemble des donateurs pour leur sens de civisme et de patriotisme. On l'écoute. Voie de Développement vient de faire un don de sang à la maternité de référence nationale de Dar el-Hanan. Comme vous le savez, le don de sang permet de sauver la vie de bien de parturientes. C'est pour ça qu'il est indispensable que la maternité de référence dispose à tout instant d'un stock de sang suffisant. À ce titre, je remercie au nom du ministère de la Santé, au nom de l'ensemble du personnel de la maternité de référence et surtout au nom de l'ensemble des mères djiboutiennes, l'association pour cette action noble puisqu'elle s'inscrit dans le cadre et sous le slogan « Donner son sang à celle qui donne la vie ». Un slogan lourd de sens. Toujours en nouvelle nationale, le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a organisé ce week-end un atelier sur le programme de préparation de la République de Djibouti pour le climat, ayant pour thème consultation des parties prenantes sur le projet de document du programme pays. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Dine Abdallah Omar. Le gouvernement de Djibouti s'est engagé dans une démarche de préparation afin de bénéficier à terme du financement du Fonds vert pour le climat créé en 2010, financement qui contribueront à soutenir les efforts du pays dans la mise en œuvre de ses politiques de lutte contre les changements climatiques et leur impact. Cet atelier avec les parties prenantes avait pour objectif de présenter le projet de document des programmes pays aux parties prenantes et de recueillir leurs commentaires et leurs propositions d'amélioration, notamment en ce qui concerne les priorités d'investissement du pays. Et diversifier le développement d'énergies renouvelables et enfin pour améliorer les capacités adaptatives des populations les plus exposées aux effets néfastes du changement climatique. Pour accentuer et pérenniser ces efforts, la République de Djibouti a engagé un dialogue stratégique avec les parties prenantes par le biais du programme pays qui a permis de répertorier et de hiérarchiser les stratégies et les programmes prioritaires en matière de changement climatique pour une meilleure cohérence des interventions. La place d'armes de l'école militaire interarmée EMIA de la BA 188 des forces françaises stationnées à Djibouti a abrité hier une cérémonie de remise de brevets parachutistes militaires à 21 gendarmes du groupement mobile de la gendarmerie nationale, présidé par le colonel Emmanuel Antoine, chef d'état-major des forces françaises stationnées à Djibouti. La cérémonie a vu la participation du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du colonel Frédéric Dantin et du colonel Hugues de Roquemorel, respectivement attachés de sécurité et attachés de défense près
de l'ambassade de France à Djibouti. Cette qualification sanctionne un stage de détachement d'instruction opérationnelle conduit par les FFDJ du 20 au 31 octobre dernier au profit de 21 gendarmes du groupement mobile de la gendarmerie nationale, lesquels ont d'abord satisfait aux tests d'aptitude physique comprenant abdominaux, traction, grimpée de corde, appui faciaux, flexion jambes et une marche-course de 8 km avec charge de 11 kg. Après une première phase d'entraînement au sol et d'instruction théorique menée par des moniteurs des troupes aéroportées des FFDJ, les gendarmes ont pu exécuter 6 sauts, dont un avec déploiement du parachute de secours dit ventral, un avec l'ensemble du parachutage individuel et un saut effectué de nuit. Ce stage a pour but de faire acquérir les réflexes et les connaissances à la bonne conduite des sauts, c'est-à-dire à mise à terre du personnel et des matériels dans les meilleures conditions pour l'accomplissement d'une opération. Lors de la cérémonie, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a félicité l'ensemble des brevetés pour l'obtention de leur brevet parachutiste et l'assiduité dont ils ont fait montre tout le long du stage. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a remercié également le général de division commandant les forces françaises stationnées à Djibouti pour les différentes actions de coopération accordées à la gendarmerie nationale dans le cadre de la coopération. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Saïd Mahmoud, et la présidente du Centre de francophone de la langue de signes à Belgique, donc Raymond Aichem, ont signé une convention de partenariat hier dans la salle de réunion de l'agence. La présente convention a pour objet de préciser les conditions d'engagement et les modalités de collaboration entre les deux parties. Il s'agit de promouvoir et de rendre effective l'autonomisation dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des sourds et malentendants, de la lutte contre la discrimination et enfin de renforcer leur inclusion sociale. Aussi, pour faire face aux défis que représentent les personnes représentant une déficience auditive dans notre société et conformément aux objectifs de développement durable et à la vision Djibouti 2035, surtout dans l'optique d'autonomiser les personnes sourdes et malentendants, les deux parties s'engagent à mettre en synergie leurs efforts afin de faire tomber les obstacles liés à ce dernier. Contact avec nous permettra de continuer à vous aider et d'ajouter éventuellement une aide à celle que nous avons déjà prévue. Et ensemble et unis, on est plus fort. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le vote crucial du Congrès américain renforçant l'enquête pour destituer Donald Trump. Le processus enclenché aux États-Unis en vue d'une destitution de Donald Trump a fait un grand pas hier. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, a approuvé le lancement officiel d'une enquête. Celle-ci devra démontrer ou au contraire infirmer que le président américain a tenté de faire pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky afin de ternir la réputation de l'ancien vice-président Joe Biden, qui est le candidat du Parti démocrate le mieux placé pour affronter le locataire de la Maison-Blanche lors de la prochaine élection présidentielle. Par 232 voix pour et 196 voix contre, les députés ont voté une résolution qui définit le cadre précis des investigations. Une douzaine de témoins ont déjà été entendus à huis clos. Ils le seront désormais lors d'auditions publiques face à la Chambre. Certaines parties des témoignages apportés par des conseillers de Donald Trump et des diplomates ont déjà fuité dans la presse américaine et les propos qu'elles contiennent paraissent accablants. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.